Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Identité. Longo devient l'un des 10 criminels américains les plus recherchés dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit que c'est. Et en janvier 2002, la police a un signalement. Une touriste canadienne dit l'avoir reconnu dans un hôtel de Cancun. Le 13 janvier 2002, Longo est arrêté alors qu'il était en train de se détendre dans un cabanon. Les policiers tombent de haut. Il affirme ne pas être Christian Longo. Lui, il est Michael Finkel, journaliste réputé du New York Times. Mais quant au poste de police, les inspecteurs font coïncider ses empreintes digitales avec celles du criminel en fuite, il cesse de parler. Le 14 janvier 2002, Christian Longo est extradé aux États-Unis et placé en détention. Pendant un mois, il n'est qu'un prisonnier parmi tant d'autres. Mais à l'extérieur, un homme en décide autrement. Le 21 février 2002, seul dans son bureau, Michael Finkel attend un appel. Il attend que le New York Times, le journal pour lequel il travaille, lui annonce officiellement son licenciement. Alors le 1er septembre 2000 sort le documentaire Slavery, a Global Investigation. En 2016, l'Organisation internationale du travail estimait que 25 millions de personnes étaient victimes de travail forcé et que 15 millions d'autres étaient exploitées dans des mariages auxquels ils n'avaient pas pu consentir. En tout, c'était 40 millions de personnes qui n'étaient pas payées, étaient contrôlées par la violence et privées de toute liberté. Partout, on s'offusque des conditions de travail de ces jeunes Ivoiriens. Et forcément, ça donne des idées aux autres reporters. Alors, le magazine envoie son meilleur limier sur place, Michael Finkel. Quand le reporter débarque à Daloa, une ville de Côte d'Ivoire, il sait ce qu'il doit trouver. Et après plusieurs semaines bien intenses, il retourne à New York. Quelques jours plus tard, le 18 novembre 2001, son article est enfin publié. Is Youssouf Malé a slave? En français, Youssouf Malé est-il un esclave? De sa belle plume, Finkel raconte la vie tragique de Youssouf Malé. Youssouf Malé est un jeune Ivoirien qui a quitté son village, appâté par l'opportunité de gagner sa vie dans les plantations de cacao. À la place, il a été exploité, battu, traumatisé. Le récit est horrible et l'histoire émeut. Les lecteurs du Times sont outrés. Cette histoire, elle est horrible, elle est bien trop triste pour être vraie. Et ils ont raison. L'article de Finkel est un tissu de mensonges, ou plutôt une sorte de patchwork exagéré. Rappelez-vous, quand Michael Finkel débarque à Daloa, il sait ce qu'il veut. D'innocentes victimes sans défense et de grands méchants capitalistes. Le problème, c'est que la réalité n'est pas aussi biaisée. Dans la vraie vie, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Et dans le cas des plantations cacaoyères, il n'y a pas vraiment d'esclavage au sens strict, ok? Ce à quoi assiste Michael Finkel, c'est plutôt un système inéquitable qui se nourrit de la pauvreté. Alors, seul... Si ma page là, j'ai coupé pour ne pas qu'on saute. Mais où même son sang sort là, c'est dans mon téléphone. Où même son sang, Mais mon vieux, ça là, tu n'as pas besoin de trop parler pour ça. Qui n'est pas ivoirien, qui n'a pas regardé vidéo de la rébellion à Boaké où ils ont déjà les gendarmes? Qui n'a pas regardé ça? Voilà un gars qui dit. Voilà un gars qui C'est les nouveaux Ivoiriens ou bien? Bon, commandant Diagolebi, vous avez la parole, mon commandant. Allô? Oui, mon commandant, vous avez la parole. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour. J'espère qu'on m'entend bien. Je vous entends parfaitement. Ah, parce que souvent, j'ai mon micro qui déconne là, donc c'était pour me rassurer que tout le monde m'entend. Je vous entends bien. Ah. Bon, j'ai écouté un peu les différentes choses d'intervention. J'ai écouté un peu, comment il s'appelle, Diaz Piment avec ses différentes questions. Voilà, qui cherche un justificatif à tout ce que les gens ont fait. En tout cas, le frère qui lui répondait vraiment en tout cas, il a fait le travail. Voilà, il a fait le travail, mais en route, il a oublié d'appuyer ses réponses par quelques précisions. La première précision, quand il disait que pourquoi le président Gbagbo n'a pas maté la rébellion, mais il a voulu le faire en 2004. En novembre 2004, où Soro Guillaume a fui pour aller se retrouver au Togo, Kounou Zakaria au Burkina, il n'y avait plus personne au nord. Ils avaient tous fui. Il a fallu que les Français viennent détruire nos avions et puis procéder à différentes interventions pour que les FDS arrêtent leur progression. Sinon, en 2004, c'était plié. Voilà, la rébellion n'existait plus depuis parce que nous c'était l'intervention de la France, mais écoute, mais c'était fini.
Voilà. Et donc, et quand on dit que le président Laurent Gbagbo il n'a pas maté la rébellion, on l'a empêché de mater la rébellion. Voilà. Juste pour protéger Ouattara et ses sbires. Voilà. Il a été empêché. Voilà. C'est vrai qu'en 2002, on n'était pas encore, on n'avait pas encore une puissance de feu. Mais malgré ça, au départ, il croyait aux négociations. Voilà, c'est pourquoi il est parti à Makossy, parce que lui, il dit qu'il ne voulait pas regarder des Ivoiriens s'entretuer. Voilà, quel que soit le motif, c'était pas son objectif de voir des Ivoiriens s'entretuer. Il a tout fait, jusqu'en 2004, les gens ne voulaient rien savoir. Il a dit, bon, ben écoutez, comme vous voulez rien savoir, bon, ben on va aller jusqu'au bout. Et il a lancé l'opération Dignité, qui avait été un franc succès. Voilà, c'était l'intervention de la France, ben, c'était plié, quoi. Voilà. Donc, au frère Diaz Pima qui trouve des justificatifs à tout, ben, voici une précision dans la réponse du frère qui a tenté de répondre à ces questions. Voilà. Maintenant, concernant les golfs de la Légion départementale de Bouaké, voilà. Les golfs. Allez, quand on va à Bouaké, dès qu'on rentre dans la ville de Bouaké, sur le côté gauche, là, après avoir dépassé le club de Bouaké, la BNDA, et puis juste à l'entrée, il y a un quartier qu'on appelle l'Amicale de Bouaké, où les gens jouent au tennis, un club sportif. Sur le côté gauche, il y avait la Légion départementale. Voilà. Aux premières heures de la rébellion, eux, ils voulaient pas, ils n'étaient pas, c'était pas, en fait, l'agent départemental, eux là, vu leur composition, c'était des gens qui étaient plus axés sur les enquêtes, sur les procédures et tout ça. Voilà. Parce que généralement, quand on dit une légion départementale, ce sont des gens qui travaillent beaucoup en collaboration avec les brigades. Voilà. Ils font les procédures judiciaires, ils font les enquêtes, ils font tout ce qui est procédure juridique. Voilà, ils sont beaucoup avec les brigades. Mais la Légion mobile, c'était le camp commando. Parce que quand on dit Légion mobile, c'est-à-dire le camp commando, eux, ce sont des gens qui sont parés, qui sont prêts pour des interventions musclées. Que ce soit dans le maintien, de l'ordre ou bien dans les affrontements et les combats, ce sont les gendarmes de la Légion mobile. Voilà, c'est eux les commandos, sur parachutistes et tout ça. Donc la départementale, eux, ils étaient dans leur camp quand la crise a commencé. Ils ont hissé un drapeau blanc. Voilà. Ils ont hissé un drapeau blanc sur le mât de sur le mât du drapeau de choses, juste pour dire que eux, ils ne voulaient pas combattre. Voilà, ils ne voulaient pas combattre parce qu'au départ, il y avait beaucoup de confusion. Donc eux, ils ont hissé un drapeau blanc dans l'espoir que ils ne soient bon, pas ménagés, mais dans l'espoir qu'il dans toute convention militaire, dans toutes les conventions, quand il y a un drapeau blanc, ça veut dire que ceux qui sont là, ils se rallient en quelque sorte. Voilà, ils sont pas là pour combattre. Mais malgré cela, la rébellion est rentrée dans le camp. Ils ont pris tous les garçons. Voilà, tous les garçons qui étaient mûrs, qui étaient en âge de 16, 17 jusqu'à X âge, ils les ont pris. Tous les garçons, ils ont laissé que les femmes, mais ils ont pris tous les garçons. Ce qui fait que il y avait des jeunes étudiants qui étaient allés rendre visite à leurs parents là-bas, qui ont été pris. Il y avait d'autres, parce que c'était en septembre. Donc la rentrée, puisque avant la rentrée c'était en octobre, c'était encore c'était bon, pratiquement vers la fin des vacances. Donc il y avait encore des étudiants qui étaient partis rendre visite à leur papa, qui étaient partis passer les vacances, d'autres étaient partis rendre visite au moins à un parent. Tous ceux-là ont été embarqués. Gendarmes ou pas, ils ont embarqué tout le monde, tout ce qui était le genre masculin. Ils sont allés les enfermer à Bouaké, à chose, on appelle ça. Ils sont allés les enfermer dans un quartier au nord de Bouaké là-bas. Voilà. Et pendant que les gendarmes étaient là-bas, les matins, les gens rafalaient sur les portes des prisons. C'est-à-dire que les gars tiraient sur les portes des prisons. Et ils savaient qu'il y avait des gendarmes qui étaient blessés, il y avait des gendarmes qui étaient déjà
Ils les enlevaient, ils partaient. Ceux qui ont déjà, on partait les mettre, les enterrer dans une fosse commune. Et c'est là après, tout ça c'était sous la direction de Sorum Diom. Et après, un jour ils se sont levés, bon, il était question maintenant, parce qu'eux ils craignaient qu'il y ait des renforts qui allaient venir libérer ces gendarmes-là et que ces gendarmes-là allaient se retourner contre eux. Il fallait les gars et pour une bonne fois pour tous, depuis on n'en parlait plus. C'est comme ça ils les ont tous récupérés. Voilà, ils les ont allumés et ils ont creusé une fosse commune, ils les ont mis dedans. Ni vu ni connu. Parmi ces gendarmes-là, il y avait un jeune ami que je connaissais bien qu'on appelait Néné Goua. Néné Goua, son petit frère, qu'on appelle aussi Néné, c'est pas Néné, un jeune gourou, lui, il s'appelle Néné, mais son autre prénom, je connais pas ça trop, mais c'est que s'il entend cette vidéo, il va se reconnaître. Lui, il était à Boaké, et quand ils ont dit à son frère, lui, quand il est entré à la gendarmerie, il voulait tellement se venger qu'il est allé à Boaké. Il s'est fait enrouler dans la rébellion. Il était chef de section et chef de guerre dans la rébellion là-bas. Juste pour étudier les gars, et puis, on ne sait pas ce qu'il avait derrière la tête, mais il l'a fait. Jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo, lors des échanges de prisonniers, je ne sais pas, un jour, il y a eu des prisonniers qu'ils ont échangés. Et ceux-là, ils faisaient partie des... Parce qu'après, les gars l'avaient découvert. Les gars avaient découvert que c'était un golf et ils ne jouaient pas le jeu. Donc, les gars l'avaient mis aux arrêts, histoire de le dire. Et dans ça, là, après, dans la négociation de libération des prisonniers, il est rentré sur Abidjan, on a libéré des rebelles, que le président Gbagbo a fait partie dans le nord, et les militaires et gendarmes qui étaient en prison dans le nord, ils sont rentrés, le président Gbagbo est allé les accueillir à l'aéroport de Yamoussoukro. Donc, Néné Goua faisait partie des gendarmes. Ils ont déjà, en septembre 2002, là, Néné Goua, qui était un gendarme, je rappelle qu'il était de la promotion 2000-2002. Voilà, la promotion 2000-2002. Et donc, la légion départementale de Boaké était son premier poste d'affectation après sa formation de gendarmerie. À l'école de gendarmerie, quand il a fini, en 2002, quand il a fini, là, son premier poste, c'était là-bas. Donc, il a pris ses vacances durant le mois d'août et il allait commencer maintenant sa prise de service en septembre. Donc, c'est-à-dire que ce gendarme-là, il n'a fait que 19 jours. C'est-à-dire, du 1er septembre au 19 septembre, il a fait que, disons, 19 jours de fonction. Et il est passé de vie à trépas. 19 jours. Peut-être au maximum, peut-être, parce que quand ils ont mis en prison, le temps que les gars, je vais dire peut-être qu'il a fait pratiquement un mois. Voilà, peut-être un mois de service. Quelqu'un que l'État de Côte d'Ivoire a formé, son premier poste d'affectation, on le prend, allez, on le met aux arrêts des rebelles et après les gars l'ont déjà. Donc ça dit qu'il il a fait un mois, il attendait pendant un mois, son salaire même là, son salaire de gendarme plein là, parce que quand tu viens de sortir de l'école, tu sors avec un V, c'est-à-dire avec le 1V de l'école de gendarmerie. C'est en octobre de l'année suivante que apparaît un message de choses d'avancement. Les élèves sous-officiers gendarmes de la promotion de l'année maintenant récupèrent leur deuxième V qui leur donne le droit d'être maintenant des MDL chefs, des MDL pleins. Donc Néné, il avait encore son 1V d'élèves gendarmes sortant de l'école. Et puis, ils l'ont déjà. Ouais. Et donc, face à tout ça là, il y a des gens qui vont encore, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pensez que la famille de ce dernier-là, comment est-ce qu'elle va vivre ce cauchemar-là? Ils ont mis leur enfant à l'école, il est devenu gendarme, il va faire sa formation, il finit, un mois de vacances, le mois suivant, il va prendre fonction à Boaké, les rebelles l'attrapent, ils le mettent aux arrêts, et après, les gars le gardent. C'est-à-dire, son salaire de gendarme MDL, là, il n'a pas touché, son deuxième V de MDL, là, il n'a pas vu dedans, et il est passé de vie à trépas. Et il y en a plein. Maintenant, deuxièmement, mon propre cousin, qui n'était pas gendarme, il était étudiant. C'est sa soeur qui avait épousé un gendarme, un MDL.
Sa sœur avait épousé un Indien. Donc lui, l'étudiant à Abidjan, il allait rendre visite à sa sœur à Boaké. Il était dans le camp. Les rebelles l'ont pris. Ils ont pris comment on appelle ça, son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur. Ils ont pris le mari de sa sœur, lui-même ils l'ont pris. Ils sont allés avec. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a retrouvé aucune trace de ce jeune-là. La famille ne peut pas faire de deuil parce qu'il n'y a pas de corps. On ne sait pas où est-ce que les gars les ont enterrés. Et puis, depuis 2002, jusqu'à ce que la maman de ce dernier-là ait payé une crise et puis après, elle décède. Tellement son fils, qui était étudiant, il était très intelligent étudiant, il allait rendre visite à quelqu'un dans le camp, on l'a pris, parce qu'il est tombé là, il était là-bas au mauvais moment, au mauvais endroit, bon, par la force de la rébellion, pas par la force des choses, mais c'est par la force de la rébellion. Ce dernier, aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où il est. On ne peut pas dire qu'il est perdu, parce que c'est un étudiant, quelqu'un qui est à l'université de Côte d'Ivoire quand même, il est censé savoir qu'il connaît au moins la route de chez lui. Voilà, si on l'a libéré, il sait au moins par où passer et puis retourner chez lui. Mais de 2002 jusqu'en 2026 aujourd'hui là, c'est silence radio. Avec ça là, il y en a qui vont encore trouver la force de pouvoir apporter des justificatifs à la rébellion. Est-ce que pour avoir accès à un pouvoir, on peut faire ça à ses propres frères? On peut faire ça aux Ivoiriens? Et vous voulez que demain, les Ivoiriens disent quoi? Qu'ils ouvrent leur bouche pour vous sourire, et pour vous applaudir? Mais non, ça va finir de la façon dont ça a commencé. Ça, c'est inévitable. Voilà. Et les gendarmes qu'ils ont déjà là, les gendarmes qu'ils ont déjà là, il y a d'autres, ceux qu'ils ont mis dans le conteneur là, les gendarmes qu'ils ont mis dans le conteneur, c'était des gendarmes qu'ils ont mis dans le conteneur à Korogo. C'était Fofié Kwaku qui avait fait ça. Fofié Kwaku, originaire des choses de Bondoukou. Dans la rébellion, il y avait un gros barbu noir, il était barbu, il avait une grosse barbe noire comme ça, puis il est de Bondoukou, c'est Fofié Kwaku qui a mis les gendarmes dans ce conteneur, il les a déjà dans le conteneur là. À Boaké, là, les gens ont rafalé sur les portes des prisons tous les matins jusqu'à ce que le reste des gendarmes, des golfs qu'ils ont pris là, les gars n'aillent les gars et les entrer dans une fosse commune. Ça, c'était en 2002. Vous voyez? Donc, il y en a qui pensent que c'est un jeu, mais c'est pas un jeu. Concernant les danseuses et choses d'Adjanou, vous voyez, si vous avez remarqué dans la rébellion, au tout début de la rébellion, en 2002 là, quand Soro Guillaume était là, il y avait un jeune militaire qui s'arrêtait toujours à la droite de Soro Guillaume. Il s'appelait Kwaku Jean-Baptiste. C'était un baoulé. C'est après que, quand lui, eux-mêmes là, ils l'ont dit, que il y a eu maintenant la présence de, comment il s'appelle, Modibo Dramé, alias chef Mobio. Il y a eu lui et puis il y a eu Watao. Sinon, au départ, c'était Kwaku Jean-Baptiste, Thio Fosier, et puis Chérif Ousmane, lui, il était derrière. Ce cas Soro est là, à droite, c'est Kwaku Jean-Baptiste. À gauche, c'était Thio Fosier. Et derrière, c'était Chérif Ousmane. Mais Kwaku Jean-Baptiste, là, il était de la même unité que les choses, comment il s'appelle, les Chérif Ousmane, là. Lui, il s'est plaint, quand ils ont dit les danseuses d'Adjanou, là, il s'est plaint. Il a dit, mais non, on peut pas aller jusqu'à faire ça. C'est des femmes. Même si on dit qu'elles ont dansé pour conjurer le mauvais sort, parce que eux, elles ont considéré que la présence des rebelles, c'était un mauvais sort, donc il fallait danser pour conjurer le mauvais sort, pour que de leur pouvoir mystique, elles puissent faire quelque chose pour protéger leur village, pour protéger leur région. Parce que, mine de rien, à Béoumi, les gens, ils ont été confrontés au godet de là-bas, les gens ont envoyé Abeille contre eux. À Béoumi, les Godel, eux ont envoyé Abeille contre les rebelles. C'est pourquoi à Béoumi, il n'y a pas eu trop de choses de Djali. Parce que dès le départ, eux ont envoyé Abeille. Donc les rebelles ont fui. Donc Sakassou, c'était une répétition. Les gars, les gens ont déjà les femmes là. Les danseurs d'Adjanou. Et Jean-Baptiste, il a protesté, il s'est opposé. Il a dit non, que lui, il ne peut pas accepter ça. Ce même Jean-Baptiste là, quand il est rentré, ils avaient leur domicile. Ils l'ont trouvé dans sa chambre dans la nuit. Ils lui ont fait la peau. Ils lui ont fait la peau. Au début de la rébellion, quand vous regardez bien les vidéos, lorsqu'il y avait, à la veille des accords de Makoussi, là, il y avait Thio Fosier, il y avait Kwaku Jean-Baptiste, et puis il y avait Chérif Ousmane. Voilà.
c'est après que les Ouattara là sont venus maintenant en première ligne. Sinon, au départ, c'était les Dirasuba Zagazaga et comment il s'appelle, Kwaku Jean-Baptiste et les Théophosiers. C'est bien après maintenant que il y a eu épuration dans leur camp que les Ouattara sont venus en première ligne avec, comment il s'appelle, les choses, comment il s'appelle là, les Modibo Dramé alias chef Mobio. C'est après que ceux-là ils sont venus et puis après il y a eu des combats entre eux ou après ils ont Jackass et choses ils ont Diakolo. Voilà, ils ont Diakolo, ils ont Jackass et puis après il y a eu un aussi qu'on appelait les choses trucs Adams. Voilà, tous ceux-là, Adams aussi, tous ceux-là, ils se sont déjà en eux là-bas. C'est après que tous ceux-là, quand ils ont quitté le navire, c'est là maintenant que il y a eu maintenant l'apparition de nouveaux chefs de guerre qui ont pris sur le relais. Sinon, bref, pour dire que les danseurs des choses d'Adjanoula, j'ai entendu hier déjà dire que c'était IA. C'était pas IA. Hein. C'est pas IA. En 2002, là, il n'y avait pas IA. Il n'y avait pas intelligence artificielle. Hein. C'était des danseurs d'Adjanou, les danseurs d'Adjanou qui ont été déjà par les rebelles. Et Kwaku Jean-Baptiste, lui, s'est opposé à ça. C'était l'une des premières mésententes entre les rebelles. Et lui, pour tuer sa révolte dans l'œuf, ils l'ont déjà. Voilà, ils l'ont déjà. Dans les premières heures, la révolte de septembre, là, regardez bien, il y avait un qui était à droite de Soro. Voilà, Kwaku Jean-Baptiste, lui, ils l'ont déjà. Voilà, donc c'est ceux qui disent que c'est montage, c'est IA. Non. Même en Gâté, le gendarme, là, qu'ils ont déjà en présence des Français, de Soro Guillaume, pour faire leur rituel des choses. Il y avait un chanteur Tagbana qu'on appelait Patrice Momba, un chanteur Tagbana. On s'est retrouvé dans un cas et puis il a dit que non, que c'était une mise en scène, machin. J'ai dit, mais Patrice Momba, mais je suis rentré dans le monsieur. Il n'a rien compris. J'ai dit, toi, tu dis quoi? Il savait pas que moi j'étais un golf. Et il parlait, parce qu'en réalité, lui, quand il parlait, il était un peu hautain. En fait, c'était un informateur de la rébellion. C'était un artiste Tagbana, on l'appelait Patrice Momba. Voilà, il était instructeur, puis il s'est mieux en artiste, il a démissionné de l'enseignement et il voulait être artiste. Voilà, ceux qui sont Tagbana, qui écoutent, ils n'ont qu'à taper Patrice Momba. C'était un chanteur Tagbana. T'as vu? Ils ont voulu distraire le peuple en disant que non, c'est une mise en scène, c'était pas vrai, mais il dit, on peut pas faire une mise en scène comme ça devant des blancs, ils sont assis avec tous les machins, tout ça. Non, c'était la triste réalité, regardez. C'était l'un des premiers sacrifices de choses que les gens ont fait. C'est ce qui a fait que les Français ont commencé à se méfier un peu de choses de Soro Guillaume parce que eux ils comprenaient pas que quelqu'un pouvait être assis et puis on faisait un sacrifice humain comme ça devant eux. C'était pas lors d'un combat, non, mais quelqu'un qui avait les pieds et poings liés, à qui on prenait un couteau qu'on tapotait sur son corps, qui voyait que les gars allaient le dia, et on attrape sa tête, on attrape tout son corps, on attrape son pied, et puis le mec il prend un couteau, il tapote ça sur sa tête, il descend sur sa poitrine, il descend sur son épaule, il descend sur les pieds, il tapote encore jusqu'à ce qu'il remonte, tout en marmonnant des versets sataniques, des choses, des trucs, machin mystiques. Mais ça a fait mal à tout le monde. Et puis le gars, d'un dernier machin, qu'est-ce qui se passe? Le gars, on lui passe le couteau là où vous savez, et puis vous regardez sa réaction, même pour le même que tu dois déjà, le pour même là, quand tu fais ça avec beaucoup de pincement, parce que tu sens quand même que le poulet se débat, donc après nous avons un homme, un être humain à qui on fait ça. Vous voyez? Et après, le sang, on le soulève, hein, on le soulève, on l'incline pour que les gars fassent couler le liquide rouge de son corps là dans un récipient dans lequel les blancs viennent laver la main, ceux qui viennent laver la main, les gens viennent se badigeonner de ce sang là. Vous voyez un peu comment c'est atroce, vous voyez un peu comment c'est immonde, comment c'est méchant. Ton semblable. Même Dieu, même là, quand Abraham devait faire sacrifice là, Dieu a dit, faut pas toucher l'enfant, Dieu a donné mouton. Il dit, ouais, il faut dire mouton là. Dieu n'a jamais dit des paroles pour faire sacrifice. Il n'a jamais dit ça.
Même quand il a dit à Abraham, il faut m'offrir ton fils là. Après, il a dit non, c'était pour te tester. Mais voilà, mouton. Faut pas porter la main, faut pas toucher à l'enfant. Mais que l'homme là, la créature de Dieu, c'est pas toi qui va venir ôter la vie. Et de quelle façon? De la façon devant tout le monde. Au moins, si c'est lors d'un combat, on peut comprendre. Si c'est lors de parler, on dit, ah ouais, il a pris balle, ou bien ou bien c'est balle perdue, ou bien machin, voilà. Ou bien il était blessé, puis après, il a déjà à l'issue de ses blessures. On peut comprendre. Mais quelqu'un vous mettez aux arrêts, et puis après, vous le prenez, vous le faites coucher, torse nu, et puis vous, des gens ont attrapé la tête, d'autres ont attrapé les choses, d'autres ont mis les mains sur ses épaules, d'autres ont attrapé ses bras, d'autres ont attrapé ses genoux, d'autres ont attrapé ses pieds, et puis il est étalé sur le côté. Vous voyez, il est étalé sur le côté comme un animal. Mais vous voyez que c'est combien de fois c'est atroce, combien de fois c'est méchant, combien de fois c'est pourquoi moi j'ai dit, mais ceux qui attendent quelque chose du régime du Ouattara même, ils n'ont rien compris, hein. Vous attendez quoi de ce régime-là? Des gens qui ont cautionné ça, vous attendez quoi de ce régime? Vous attendez quoi? Que ce régime-là fasse quoi? Amnistie, ou bien qu'ils remettent les Ivoiriens dans les bonnes conditions de vie. Mais ça va jamais arriver. Parce que pour arriver là, est-ce que vous voyez ce qu'ils ont fait? Pour arriver là où ils sont là, est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait de méchants? Non, mais n'attendez rien de ce régime-là. Ceux qui disent non, casse maison, c'est là. Tout ce qui arrive aux Ivoiriens, c'était prévu, c'était organisé, c'était déjà là. Donc, s'ils le font là, ce que vous devez faire, vous les Ivoiriens, prenez vos responsabilités parce que ce régime-là, il faut continuer toujours de faire souffrir. Parce qu'ils ont déjà vos enfants depuis 2002 de la façon la plus atroce. Même les prisonniers dans Conteneur, il faut faire quoi? Il n'a pas eu pitié. Conteneur au soleil. Et puis les gars, ils les ont entassés jusqu'à ce que les gars déjà. Des gens qui sont pas armés, vous les mettez, vous tirez sur eux, vous prenez leur corps, vous mettez dans la fosse commune. Gendarme, vous le prenez, vous le faites coucher. Lui-même, il voit couteau là. Il voit couteau là. Il voit ça comme ça, et puis c'est son corps, et puis il sent, comment on appelle ça, la température du fer, du couteau sur son corps. Et il sait que ce truc-là va passer peut-être après, quelque part où ça va lui, non seulement ça va lui faire mal, mais ça va lui ôter la vie pour toujours, et de la façon la plus atroce. C'est pas anesthésie, hein. Ils n'ont pas fait anesthésie. Même opération là, on fait anesthésie. Il n'y avait pas anesthésie, hein, en direct, tu vois, et puis on t'a attrapé, tu peux pas te défendre. On t'a attrapé, et puis tu es couché. Toi, un mono, qui a été formé pour combattre, pour protéger des gens, c'est toi, on fait coucher comme mouton. Et puis, rituel. Et puis, tu vois, tu sais que tu vas déjà, tu peux pas te défendre, tu peux rien faire. Et après, les gens vont venir jouer avec ça pour dire non, c'est montage, c'est ceci. Pourquoi Gbagbo n'a pas fait ça? Pourquoi Gbagbo n'a pas fait ça? Mais Gbagbo a fait quoi? Laissez Gbagbo tranquille. Laissez Gbagbo tranquille. Vous voulez le pouvoir, vous avez eu le pouvoir. Laissez Gbagbo tranquille. Montrez aux Ivoiriens pourquoi vous avez pris le pouvoir. Ça dit, histoire de leur donner la vie. Vous avez dit donner 5 ans, on va changer la vie des Ivoiriens. Ils vous ont donné la main. Donc laissez Gbagbo tranquille. Laissez-le tranquille. Voilà. Voilà. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Il a fait, il a protégé les Ivoiriens. Vous-même qui parlez aujourd'hui là, à l'époque où il y avait la rébellion, j'imagine peut-être que vous aviez peut-être à tout casser peut-être 15-20 ans au maximum. Sinon moins que ça. Mais si vous êtes en vie là, dites merci à Gbagbo. Si vous êtes en vie, dites merci à Gbagbo. Parce que c'est grâce à ce que Gbagbo a fait en 2002 jusqu'en 2011 là, qui vous a sauvé. Sinon, on ne savait pas comment ça allait se passer. Vous avez compris? Donc arrêtez, voilà, donc arrêtez un peu de jeter la pierre à Gbagbo. Gbagbo a fait ceci, Gbagbo n'a pas fait ça, laissez-le tranquille. Voilà, on ressort aujourd'hui tous les crimes que vous avez commis depuis 2002. Vous dites quoi de ça? Hein? Vous dites quoi de ça? Voilà. Vous dites quoi de ça? Voici ce qu'on dit voici ce qu'on dit de vos crimes. Vous dites quoi de ça? Au lieu d'assumer ça, hein, vous passez votre temps à accuser quelqu'un, non seulement qui n'est plus au pouvoir, non seulement qui a tout fait pour préserver votre vie, hein, qui a tout fait pour préserver votre vie, il a tout négocié, il vous a tout donné, il a accepté tout à cause de vous. Aujourd'hui encore vous venez, Gbagbo a fait quoi? Laissez Gbagbo tranquille. Vous pensez que si Gbagbo il voulait vous faire la guerre là, vous pensez que vous allez être là où vous êtes là, vous ne seriez pas là. Parce que ne pensez pas que Gbagbo n'a pas les moyens de faire ça, hein?
Il a les moyens de le faire, mais il ne veut pas le faire parce que Gbagbo, il n'est pas comme vous. Donc arrêtez un tant soit peu de l'accuser. Pourquoi il n'a pas fait ceci? Pourquoi il n'a pas fait ça? On lui a donné le pouvoir. Il n'a pas pu protéger la population. Il n'a pas pu mater la rébellion. Il n'a pas pu faire ceci. Il n'a pas fait goudron. Il n'a pas fait pont. Laissez Gbagbo tranquille. Voilà. On vous a donné toute l'attitude de faire ce que vous avez, ce que vous reprochez à Gbagbo là. On vous a donné le temps de faire. Faites, on va voir. Laissez le monsieur tranquille. On vous regarde. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà, s'il y a des questions, s'il y a des choses, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des précisions à apporter dans un certain domaine, je suis à votre disposition. Et on va le faire ensemble. Ne vous inquiétez même pas. Ceux qui parlent à côté, là, venez vous monter, vous poser questions. On va s'expliquer. Voilà, parce qu'il faut qu'il y a des choses il faut que les Ivoiriens sachent. C'est qui, voilà, il faut, et puis il y a une chose, on va toujours parler de ça, mais si ça vous fait mal, on va toujours parler de ça, on va taper dessus, on va toujours parler de ça. Voilà, parce que l'histoire là, c'est ça, on va parler de ça, on va parler de ça, on parlera toujours de ça. Voilà, donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Comme j'ai pris le truc en marche, je ne vais pas tout monopoliser la parole. Je vais permettre à d'autres personnes de s'expliquer. Ouais, merci beaucoup. Okay, merci mon commandant. Opération. Patron Esprit, vous avez la parole, hein, Esprit. Non, nous on attend, hein, comme mon frère vient de le dire, hein, mon frère Djangoné bien a dit. Tu sais, le gourou, ce sont mes enfants. Qu'ils le veuillent ou pas. Djangoné, tu sais, c'est ce que tu es en train de dire, commandant. Moi, je respecte vraiment ta position et je te dis bravo, félicitations d'avoir ressassé l'histoire pour ceux qui ne comprennent pas. Il est bien beau de venir sur un panel se cacher derrière les écrits là. L'idéal là, vous avez vu, nous, on est prêt à affronter, hein. Venez, on va faire des débats intelligents. Vous comprenez? Vous êtes assis en bas pour venir faire... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Venez, on va parler. Aujourd'hui, là, le panel, il est ouvert. On est en train de vous démontrer par A plus B. Et comme je l'ai dit d'entame, je vous ai dit que l'objectif, là, ce n'est pas de dénigrer, ce n'est pas de salir Alassane Ouattara pendant sa gouvernance de 20 ans. L'objectif, là, c'est de vous faire comprendre à vous. Parce que quand lui, là, son mandat fini, là, quelle est la position que nous, on vous donne? Quelle est la vision qu'on a de vous? Voilà ce qu'on est en train de dire. On vous regarde comment, on parle comment avec vous. Vous maintenez dans votre bêtise. C'est-à-dire, vous êtes ancré dans votre bêtise. Vous êtes positionné dans cette bêtise-là. Et puis vous dites, non, on a bien fait. On vous attend au tournant. Vous attendez qui au tournant? Est-ce qu'on vous a dit que nous, on va tourner? Non, on va tout droit. On ne tourne pas. On est lancé, on est lancé. Maintenant, on dit, bon, celui qui n'a pas compris, là, viens, on va t'expliquer. C'est ce que le commandant Djangoné a dit. Celui qui ne comprend pas là, viens, nous, on va t'expliquer. Vous pensez qu'on ment? En 2002, là, il y avait qui connaissait IA? Vous-même, c'est hier matin, vous avez eu le téléphone. Vous savez ce qu'on appelle portable? Moi, je suis fonctionnaire depuis 98. Je travaille depuis 98. C'est-à-dire, au moment où le téléphone rentrait en Côte d'Ivoire, nous, on travaillait déjà. Donc, vous, là, on va venir vous apprendre ça. C'est hier matin, même hier est venu. On dit, ils ont déjà des femmes. Vous dites, non, c'est IA. Ah, vous aussi, vous parlez de IA. Ah, on attend le ciel où on espère que vous n'avez pas fait IA encore. Hein. Mais c'est vous depuis là. On dit non, c'est l'auto. Vous dites c'est IA. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sinon, à Béoumi, là, comme le commandant a dit tout à l'heure, là, à Béoumi, effectivement, ils ont envoyé les abeilles sur eux. Donc, à un moment, elles ont commencé à danser à Dianou, là, ils ont eu peur de la représailles. Le jeune dont le commandant Djangoné parlait là, JB là. JB était à Ounyansou, je le connais très bien. Lui qui est arrêté à côté de Soro là. Je le connais très bien. JB avait une petite, comment on appelle ça? Un truc de photocopieuse à Ounyansou, avant l'université là. Un petit magasin. Je le connais, on se connaît bien. Père son âme. Mais un matin, l'enfant, il a disparu. Parce qu'il était avec Soro. Il comprenait pas. Lui se faisait passer pour un F6. Ce JB là. C'est comme ça qu'il s'est rallié à Soro. Moi, mais j'ai été surpris quand j'ai vu JB en treillis. Parce que quand moi je l'ai connu là, il gérait son magasin d'informatique. À ma grande surprise, il était en treillis. C'était pas un militaire?
Non, moi, quand je le connaissais pas, quand je le connaissais, il n'était pas encore militaire. Maintenant, si après, il est rentré dans l'armée, j'ai pas compris. Mais quand je l'ai vu à côté de Soro, je me suis dit, bon, peut-être qu'après, il est devenu militaire, mais j'ai pas su comment il est rentré dans l'armée. Honnêtement, quand moi, je le connaissais, il n'était pas militaire. En allant à Ognanson, en allant vers l'université, l'université, c'est là-bas qu'il avait son magasin. Et je suis allé à son magasin 2 ou 3 fois. Il m'a même fait une proposition pour venir faire un truc dans son magasin parce que moi, je suis informaticien là-bas. Donc, je le connaissais. Mais après, bon, c'était la rébellion. Mais lui, en fait, ils n'ont pas très tôt compris la rébellion. Et pour eux, c'était un combat noble. Mais quand tu es avec ceux-là, ou tu es avec eux, tu deviens bête, ou tu n'es pas avec eux. Tu comprends? Et ça, nous, on comprend. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, le commandant Django et nous autres, ce qu'on est en train de faire, c'est pour les enfants qui sont nés hier. Ceux qui sont nés même avant la crise, qui avaient 10 ans pendant la crise, 15 ans pendant la crise, c'est à ceux-là qu'on est en train de donner la bonne information. On est en train de ressasser l'histoire pour qu'ils comprennent en fait. Parce que depuis longtemps, comme tu le disais là, on va leur donner des mauvaises informations dans des lieux religieux, dans des mosquées. C'est pas bien. On vous a pas donné la vraie information. Est-ce que vous pouvez concevoir que aujourd'hui là, ceux dont on est en train de parler, ils puissent mettre au moins 50 personnes, 30 personnes dans un conteneur au soleil matin, midi, soir. Des gens qui viennent rafaler sur des gens qui sont en détention dans des chambres. Et chaque jour, on sort des corps, on sort des blessés. Est-ce que vous, on vous a appris ça? Est-ce qu'ils vous ont dit ça dans vos mosquées? On ne vous a jamais dit ça. Vous comprenez? Non, pour nous, là, il faut que ça s'arrête. Gbagbo, il a fini son mandat, il est parti, vous l'avez envoyé à la CPI, on ne parle plus de Gbagbo, Gbagbo n'est pas d'actualité aujourd'hui. Ne venez pas vous asseoir sur un panel, quand on vous dit vous avez pissé ici, vous dites non, Gbagbo avait chié là-bas. On dit vous avez chié ici, non, Gbagbo avait pissé là-bas. C'est quoi ce débat-là? C'est quoi ce débat-là? Hein? Venez faire des débats contradictoires avec nous. On vous dit que ce n'était pas normal. Ceux avec qui vous êtes en train de traîner, là, on vous ressasse leur histoire. On vous dit que c'était des criminels. On vous dit que c'était des assassins. Un assassin, il reste un assassin. Un voleur, il reste un voleur. Maintenant, si vous voulez rester avec eux, demain, quand ils finissent leur mandat là, comment nous, on vous regarde? C'est la question qu'on se pose. On n'a pas envie de retomber dans la même chose. C'est pour ça qu'on vous dit, ah, faites très attention parce que à la veille de la fin de leur mandat là, ils sont capables de vous faire la même chose. Hein. Ça, on vous prévient. Hein. On vous prévient. Et puis faites attention. Moi, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Vous dites non, ils ne sont pas à la base de la rébellion. Mais, chose bizarre, à la veille de l'avènement du pouvoir du président Alassane Ouattara, tout ce qu'on a retrouvé à l'hôtel du Golfe, c'était tous ceux qui étaient dans la rébellion. Chose bizarre, hein? C'est-à-dire, par magie, tous ceux qui étaient dans la rébellion, dans le centre de la Côte d'Ivoire, ils se sont retrouvés à l'hôtel du Golfe. Comme par magie, ceux-là encore ont reçu des galons quand Ouattara vient au pouvoir. On est en train de vous prévenir, hein? On est en train de vous prévenir. Parce que demain, ça, nous, on n'a rien à voir, hein? On va s'asseoir et puis ils vont commencer à vous zigouiller. Regardez, au sein du pouvoir actuel, il y a les pros Amadou Gon Coulibaly, qui n'est plus paix à son âme. Il y a les pros Ahmed Bakayoko, qui n'est plus paix à son âme. Vous comprenez? Il y a les pros Terné Brahima, qui ne sont pas les pros Ouattara. Vous comprenez un peu? Déjà, ces 4 groupes-là, ça c'est entre vous, dans votre cuisine interne. Vous ne vous entendez pas. Avant que les pro-Ouattara ne partent, vous avez un problème avec les pro-Téné Brahima. Vous aurez des problèmes avec les pro-Ahmed Bakayoko. Vous aurez des problèmes avec les pro-Amadou Gon Coulibaly. Voilà votre petite de guerre qui est entre vous. C'est pour ça qu'on attention. Les pro-Soro. Voilà, il y a 5 groupements en votre sein. Et vous n'êtes pas totalement d'accord. Toi, mon frère qui nous écoute là, si tu es malin, avant que le mandat de Ouattara ne finisse, là, tu t'assois et puis tu dis, est-ce que vous en train de partir là? C'est clair. Parce que pour que Téné Brahima s'asseye, il faut que vous qui êtes pro Ouattara, vous qui êtes pro Soro, vous qui êtes pro Amadou Gon, il faut qu'on arrive à vous faire taire. Il faut qu'on arrive à vous faire taire. Parce que vous, là, vous constituez un danger pour eux. Parce qu'à un moment donné, vous étiez ensemble.
On vous fait taire comment? Vous pensez qu'ils vont vous applaudir? Ils vont vous mettre dans les conteneurs là encore? Vous pensez que c'est de l'amusement? C'est là que nous sommes en train d'attirer votre attention. Faites très attention. Maman, frère, j'ai fini. Fais ta demande, tu as monté. Hein. Donc, moi, comme le commandant Diagoné le disait, je prie tous les Ivoiriens, peu importe de la région où tu es, prenez conscience dès maintenant. Ceux qui n'ont pas compris là, montez sur le live, venez poser toutes les questions. Nous sommes des sachants, nous sommes des aînés. Hein. Voilà. Moi, je vous dis déjà qu'en 2002, j'étais déjà étudiant. Un étudiant, c'est pas quelqu'un qui était bête en 2002. Et moi, étant étudiant, je travaille déjà depuis 98. Voilà. Donc, si vous ne savez pas là, venez, on va vous donner la vraie information. On va vous former. On ne vous forme pas pour vous rebeller contre ceux avec qui vous marchez. Il y a un qui est monté, il veut poser question. Ok, Fofana, vas-y, on t'écoute. Fofana Mamadou. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, très cher. Bon, nous sommes une nouvelle génération ivoirienne. D'accord. Nous, on est purement du Nord. Voilà, je suis un Odineka. D'accord. Mais moi, la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Bien sûr. Quand nous étudions la Côte d'Ivoire de la rébellion jusqu'à aujourd'hui, on en a trop souffert. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer le langage pour aller vers une paix définitive? D'accord. Merci, mon très cher. Merci beaucoup. C'est une question qui est... Je pense que si tu as suivi le panel depuis ce matin, je ne fais que m'entêter à dire la même chose. L'objectif, ce n'est pas de remuer le couteau dans la plaie. L'objectif, c'est d'amener tous les Ivoiriens à la même table. Merci de fermer le micro de la démocratie, là. Voilà, merci. Donc, très cher Fofana, comme j'ai dit, l'objectif, c'est pas de rebeller certaines personnes. Non, ça, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'ouvrir les yeux de certaines personnes. Tu sais, jeune homme, si depuis le départ, beaucoup comme toi avaient cette mentalité, je pense qu'on aurait orienté le débat autrement. Tu comprends? Et notre objectif, c'est de vraiment ramener tous les Ivoiriens à la même table. Vous êtes une nouvelle génération, vous n'avez pas connu ça. Et on ne veut même pas que vous connaissiez ce genre de choses-là, parce que c'est pas joli à dire, c'est pas joli à faire. Notre objectif, c'est pour dire, faites très attention. Nous, aujourd'hui, on a déjà dépassé la cinquantaine. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour vous. Comme nos parents l'ont fait pour nous. Et notre devoir, c'est de vous inculquer cette éducation pour ne pas que ça arrive de nouveau. Donc, effectivement, comme tu le dis, nous changeons de langage. Mais quand des personnes comme des dièses montent pour dire, on va refaire la même chose encore, tu vois que c'est révoltant, c'est douloureux. C'est pour ça qu'on vous ramène l'histoire pour que les gens comprennent. Vous voyez, toi tu dis, je suis Odineka, je suis du Nord. Mais non, on te tire le chapeau pour dire, bravo jeune homme. Tu dis, nous sommes d'une nouvelle génération, on a appris parce qu'on n'a pas connu. Mais vous, vous avez vécu ça. Moi qui ai vécu ça là, tu penses qu'est-ce que c'est bien de que quelqu'un vienne s'arrêter devant moi pour me dire on a fait et puis on va refaire. Fofana, de toi à moi. C'est pas joli à entendre. Donc moi ce que je souhaiterais évidemment, c'était de donner une autre éducation, une autre vision à des jeunes comme vous les Fofana pour vous dire ah très cher, voilà ce qu'on a subi, on souhaiterait que ça ne se répète plus. Donc, si vous avez la possibilité de parler à vos aînés qui sont juste à côté de vous, qui n'ont aucune éducation, qui n'ont rien compris à la base, il faut leur parler. Vous dites, mais voilà des gens qui sont en train de nous dire des choses. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce qu'ils disent? Ils vous diront peut-être c'est vrai. Vous dites, mais si c'est vrai, mais dans ce cas, changeons de fusil d'épaule. Si c'est faux, c'est que ceux-là, ils sont pas en train de dire la vérité, mais justifiez-vous. D'accord, Fofana? Moi, je pense que c'est un peu ça. L'objectif, c'est pas de rébeller des gens. Alors là, loin de nous, honnêtement. Ok, merci. Est-ce que j'ai répondu à ta préoccupation? Oui. Merci beaucoup. Bon, merci, bonne journée à vous. Je vais écouter votre live. Fedeb, ouvre ton micro, pose ta question, Fedeb. Fedeb, ouvre ton micro, pose ta question. Jeter son corps, il est sur le live, il ne parle pas. El Padre.
Commandant Django, tu peux apporter quelque chose à ce que j'ai dit au jeune homme là, si tu veux bien. Vas-y, il n'y a pas de règle. Ouais, vieux. Bonsoir, vieux. Quelle est ta question? Quelle est ta préoccupation ce soir? Bon, pour moi, c'est comme ce que tu avais dit hier, là. C'est même position, moi, je suis dessus. Parce que aujourd'hui, la guerre n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je souhaiterais que non, on s'assoit à la nouvelle génération pour parler et puis pour trouver un trait d'attente, au fait, pour progresser le développement de notre pays. Sinon, la guerre, là, ça va rien servir à la Côte d'Ivoire. Rien. Qu'on veut ou qu'on veut pas, ou la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Que tu sois du nord, que tu sois de l'est, en centre, sud, on est même chose. Personne n'est mieux que son ami. Il faut qu'on mette ça dans nos têtes. Regarde les pays des gens, comment ça se développe. Donc maintenant là, nous là, ce qui s'est passé là, il faut qu'on laisse. Parce que quand on se rappelle toujours ce qui s'est passé, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vécu là, ça les révolte. Tu vois, vieux. C'est pour ça hier il t'a dit à faire des trucs là, ils sont encore là. Dans tous les deux camps là, tout le monde a mal. Tu vois, c'est pas parce que les trucs, c'est un nordiste qui est au pouvoir que tous les nordistes se sentent en l'aise. Il y a des nordistes aussi aujourd'hui là, se sentent pas en l'aise. C'est pas tout le monde qui sont avec Ouattara aussi. Comme l'Ouest aussi, tu vois. Donc moi j'aimerais que on s'assoit, nous la jeunesse, c'est pas eux qui décident, c'est nous la jeunesse. Si on est d'accord, les politiciens ne peuvent pas nous manipuler. Tu vois. Ce que moi j'ai à dire à vous là, vous avez vécu les 2 ans. Tu as vécu la guerre et puis tu as fait aussi. Tu as raconté beaucoup de choses. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à te suivre. Je t'écoute, mais ne montez pas sur le panel parce que le panel politique, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas. Tu vois. Et moi, j'aimerais dire que là, vous qui avez vécu le 2 ans là, il faut qu'on donne les sensibilisations pour que nous, la jeunesse aussi là, on vous suive. Vous êtes un exemple pour nous, tu vois. C'est ça que moi j'aime à dire quoi, parce que je ne veux pas entendre que non, on va se battre encore comme les animaux. Parce que quand on sort dans notre pays pour venir chez les gens, il n'y a aucune. On n'est pas respecté au fait. Tu vois. Moi je veux qu'on respecte les noirs, peau noire, comme on respecte les Ivoiriens quand on sort et qu'on soit chez nous. Tant que nous-mêmes là, on ne sait pas. Excuse-moi. Tu veux qu'on se réconcilie sans jugement, c'est ça? Tu veux qu'on se réconcilie sans jugement? Non. Attends, non. Quand tu as Oui. Réconciliation, prenons la paix. Mais Gbagbo allait faire 10 ans à la CPI. Gbagbo s'est battu avec les gens de Ouattara. Gbagbo allait faire 10 ans à la CPI. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a les gens de Gbagbo qui sont en prison. On se réconcilie comment? Moi, c'est ma question qu'il pose. Hein. Comment on se réconcilie? Parce qu'un cas est parti faire 10 ans. L'autre cas n'est pas parti. On peut se réconcilier comment? Il faut que tu m'expliques en fait. Ok. Je t'explique une raison palpable. Tu me comprends? Allô? La raison est que là. Excuse-moi je vais pas te couper, mais c'est pour t'éclairer un peu. Tu as dit des choses qui sont très intéressantes. Voilà, pour ne pas que ce qui s'est passé se revienne. Mais j'aimerais te dire que ce qui s'est passé là, c'est pas encore fini. Ça est là encore. Et ça continue. Quand pour une élection, il y a des gens qui prennent des machettes, qui exhibent des machettes, et puis qui disent, si les gens sortent pour marcher, ils vont, comment on appelle ça, ils vont les dire. Si les gens sortent pour manifester, ils vont les dire. Personne ne doit sortir, tout le monde doit rester là et puis les laisser faire ce qu'ils veulent faire. À ton avis, est-ce que ce qui s'est passé en 2002 jusqu'en 2011 là, est-ce que c'est pas ce qui continue encore actuellement? Quand des jeunes, on les dit, hein, on prend leur tête là pour jouer ballon. Ça s'est passé avant. On a dit bon, ça va changer. Après, ça a repris encore. À Nayo, il y a ils ont mis le feu sur lui. Clair. Bon, est-ce que c'est pas ce qui continue encore? C'est pas pour garder ce même pouvoir-là que on continue de dire les gens. Donc, ce qui s'est passé en 2002 là, rien n'a changé.
quand on dit à la veille d'une échéance électorale, c'est vous-même, nos frères du Nord, là, qui sortez encore avec machette. Et puis vous dites non, celui qui sort, on boit de l'eau dans sa tête. On prend sa tête là pour boire de l'eau. Celui qui est garçon, il n'a qu'à sortir. Quand les gens payent billet d'avion, d'un gars comme Bob le mannequin, qui se glorifie en se tapant la poitrine pour dire que c'est lui qui a rendu handicapé la plupart des jeunes Ivoiriens qui marchent avec ce bâton-là. C'est lui qui a fait ça. Quand ce gars-là, on lui paye le billet d'avion et puis il vient en Côte d'Ivoire, on l'accueille en fanfare à l'aéroport, on le décore, on lui donne des primes, on lui dit bon, voici voiture, fais ce que tu veux. Et puis il nargue les Ivoiriens et puis il rentre en France. Est-ce que ce qui s'est passé en 2002 là, c'est différent de ce qui se passe maintenant? C'est pas différent. C'est la même chose qui continue. C'est les deux. Attends, si tu veux, donne-moi au moins, donne-moi au moins une minute. Là même, tu vas trop le même. En disant ça même, c'est comme si c'est comme si tu étais. Tu vois? Donc, ce qui s'est passé en 2002 jusqu'à, c'est la même chose qui continue. C'est pourquoi nous on vous dit, c'est nous qui vous disons de changer. Ben vous ne voulez pas changer. Aujourd'hui, c'est toi qui viens nous dire, nous on n'a qu'à changer. Mais nous, on est resté dans notre position depuis, hein, on vous regarde. Qui a fait coup d'État en Côte d'Ivoire? Personne. Qui a fait rébellion en Côte d'Ivoire? Personne. Nous, on vous regarde. C'est vous ceux qui tapez le tam-tam et puis c'est vous ceux qui dansez. Nous, on vous regarde. Depuis 2002, ça ne fait que continuer. Voilà. Bon, les maisons que les gens cassent là, ça c'est maison de tout le monde qui casse. Voilà, maison des nordistes, maison de trucs, c'est maison de tout le monde que les gars cassent. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais quand on dit il y a vote, il y a cette élection, et qu'on prend les bacs verts, on donne machette à des jeunes, on dit c'est microbes. Et puis, quand on intervient sur les microbes, celui qui a intervenu, on le prend, on le met en prison, et puis il meurt en prison. Quand il est malade, on l'enchaîne sur son lit d'hôpital. Il ne reçoit aucun soin. Et puis, il dit, on s'en va l'enterrer. Quand un autre veut protéger la population contre les microbes, c'est lui on le prend et puis allez, on le met en prison pour dire laissez les enfants, laissez les microbes, ils vont déjà les Ivoiriens, laissez les sortir avec les machettes, ils vont boire de l'eau dans la tête des Ivoiriens. Entre ça et puis ce qui s'est passé en 2002, est-ce que c'est différent? C'est pas différent, c'est la même chose qui continue. Donc si tu dois donner un conseil pour dire changeons de choses, changeons de choses, de vision, de conversation ou des choses de sensibilisation, c'est à tes frères que tu dois dire ça. C'est à eux que tu dois aller dire, ah, depuis près de 20 ans, on a trop déjà nos frères, maintenant on a qu'à mettre bas la terre parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. C'est à eux que tu dois dire, mais c'est pas à nous. Parce que nous, on a déjà tout perdu à cause de ça. Voilà, on a tout perdu. On a perdu papa, on a perdu maman, on a perdu des parents. On ne sait même pas où on les a enterrés. Ils n'ont même pas eu de tombe, ils n'ont même pas eu de cercueil, rien. Et puis, on est dedans. Et ça continue. Voilà, tu parles, on va t'envoyer les encagoulés. Ils vont aller chez toi, ils vont te prendre, ils vont frapper tes enfants, ils vont dire ta femme, ils vont te dire. Ça, c'est les encagoulés. Mais encagoulés, là, c'est pas ce qu'ils font là, c'est contre la loi. Donc, c'est la même rébellion. La rébellion, c'est quand on pose un acte qui va à l'encontre de la loi. Et ce qu'ils font là, c'est pas la loi qui dit ça. Parce que quand on veut mettre quelqu'un aux arrêts, il y a une convocation qu'on lui adresse. Et puis, il va voir le procureur, on le juge. S'il n'a pas raison, s'il a fauté, on le condamne. Mais on le